Merci à vous. Nous allons commencer par un... On va éteindre les lumières. Voilà. Okay. Et on commence avec une petite vidéo. Comme résonne étrangement la vie que tu vois se lever au milieu du brouillard de l'enfant que tu étais hier encore. À la table où ton père ou ta mère fouillait le quotidien, sarclait la terre, arrachait les herbes égarées parmi les tulipes hautes qui flottent encore dans le jardin comme des étoffes et mesure les vents à venir. Alors, comme résonne étrangement la vie, derrière la tempête qui broie ton corps d'enfant, jette des marées de solitude sur tes rêves, crois-tu? Un mouvement de lumière gagne sur la brume. Peu à peu, tu défriches la forêt du passé, vois le chemin où naissent et glissent dans la terre les fragiles espérances. Tu entends soudain la pulsation du monde. Déjà tu touches sa beauté inattendue. Dans ta bouche fondent les nuages des ans de lutte et de nuits noires, où tu cherchais le passage vers l'autre saison. Et comme résonne étrangement l'aube à l'horizon, enfin résonne ta vie. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis très, très heureux d'accueillir aujourd'hui Hélène Dorion. On a envie de dire un mot là de cette petite vidéo que l'on vient de découvrir. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est sa raison d'être et sa fonction? Tout à fait. Disons, ça c'est une vidéo qui a été réalisée à partir d'un poème qui est en fait le premier poème de ce livre, Comme résonne la vie. Et donc on voulait présenter des vidéos. C'est une compagnie de production à Québec qui voulait présenter des vidéos dans les cinémas, lors de festivals de poésie, pour essayer de mettre en image et en musique d'une certaine manière des poèmes. Et disons que le thème de mon poème étant un peu le passage d'un âge à un autre. Alors, la réalisatrice Geneviève Allard a choisi de raconter une histoire à partir du poème qui est un peu celle du passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, ce qui, d'une certaine manière,
colle assez bien à ce poème. Alors, c'est justement cette maison de production. En dehors de cette vidéo, disons que à partir de mes récits, il y a aussi d'autres vidéos qui sont réalisées. Le but de ça, c'est aussi de mettre la poésie, j'allais dire, dans d'autres jardins, sur d'autres champs, de la proposer d'autres manières. Et la poésie raconte d'une certaine manière l'histoire d'un regard sur le monde, l'histoire de notre rapport au langage, mais aussi certaines petites histoires comme ça. Alors ça le met vraiment de manière assez concrète, et c'est le cas pour d'autres vidéos qui ont été réalisées, cette fois à partir de mes récits. On dit souvent, Hélène, que ta poésie est empreinte de philosophie. On en parlera dans un instant. Il y a chez toi un passage par la philosophie dans ton cursus universitaire personnel. Et puis on dit aussi que ta poésie aborde des thématiques relativement atemporelles. Et là, on voit dans cette vidéo un souci du concret, de la vie de tous les jours, de l'ordinaire des jours avec les jeunes skateurs, par exemple, et puis en même temps un souci du très contemporain, avec les modes vestimentaires d'aujourd'hui, etc. Oui. Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce qu'il y a là une double contradiction, ou est-ce qu'au contraire c'est un parti pris? Non, pour moi, ma propre poésie est vraiment, je pense, inclusive des deux dimensions. Je ne peux pas parler de philosophie, parce que je suis venue à la philosophie, j'allais dire, par des questions existentielles très concrètes. Même quand on pose la question comment vivre, c'est vraiment c'est concret, c'est à partir du moment où on se lève le matin. Et pour moi, la vie est extrêmement concrète à l'intérieur de questions philosophiques. Alors cette dimension très réelle, je pense qu'elle se trouve aussi, et notamment dans ce livre-ci, se trouve mise en dialogue avec des questions philosophiques sans doute plus vastes, mais qui contiennent cette réalité. Les questions que je me pose et ma manière, disons, d'interroger la condition humaine, d'interroger la mémoire, et je crois très, très ancrée à cette réalité concrète, au plus petit, à des objets, à des souvenirs, à cette matière qui est la réalité. Et fondamentalement, c'est ce qui m'intéresse, cette matière qui est la réalité. Comment peut-on grandir comme être humain? Comment apprendre à aimer? Pour moi, ce n'est pas du tout des questions abstraites. On va rester encore un moment sur ces relations très intéressantes entre philosophie et poésie. Et le philosophe allemand Immanuel Kant dit à un moment donné « J'ai arrêté la raison pour fonder la croyance ». Est-ce que tu pourrais dire que tu as arrêté la philosophie, non pas pour fonder la poésie, mais pour trouver le poème dans ta vie? Est-ce que c'est comme ça que ça s'inscrit dans le déroulement de ton existence? Oui, moi je dirais que j'ai poursuivi la philosophie jusqu'à la poésie. Oui. Et je ne l'ai pas interrompue, je l'ai vraiment poursuivie. C'est-à-dire que cette dimension concrète dont tu parles, pour moi, elle est dans la poésie. Et c'est comme si la poésie me permet de concrétiser ces questions philosophiques, de les amener non seulement dans la matière qu'est la langue, mais aussi dans la matière qui est la réalité. Quand j'ai fait mes études en philosophie, je trouvais beaucoup que ça se passait entre ici et là. Donc, c'était évidemment très intellectuel. Mais concrètement, je me disais, mais quand il y a quelque chose du réel qui intervient et qui interrompt cette démarche, cette dimension philosophique, ce sont des choses très réelles. Si on se casse une jambe, si on a un accident, si on a un souci dans la vie, les grandes questions philosophiques tout à coup tombent. Donc, il y a quelque chose qui prévaut aussi. Et ça s'appelle l'existence. Donc, j'ai eu envie
que mes questions philosophiques soient empreintes de toute cette dimension sensorielle. Sensible. Sensible. Le monde sensible est présent dans tes poèmes. La chair, bien sûr. le cœur, l'âme, l'émotion. Donc, pour moi, aller en poésie, j'ai amené tout mon bagage philosophique, toutes mes questions, mais c'est comme si j'avais mis cette chair, cette sensibilité, cette sensation qui est vraiment très présente et que j'avais poursuivi cette quête de sens dans la poésie, dans l'écriture. Et il ne te viendrait pas à l'idée, aujourd'hui, ni même avant, d'écrire un ouvrage de philosophie pure? C'est pas quelque chose qui t'ait jamais tenté, hein? Non, parce qu'il manquerait justement cette narration. Je pense que l'être humain, fondamentalement, est un être d'histoire. On est des êtres de lien, donc on n'est pas détaché de cette réalité très concrète. Donc pour moi, l'ouvrage philosophique idéal, c'est un livre qui nous amène à la fois à, bien sûr, à réfléchir, c'est-à-dire à avoir cette lucidité, cette conscience qu'on a de nous-mêmes, du monde, des autres, qui aussi nous émeut, donc est dans cette dimension d'émotion, donc nous met en mouvement dans notre propre vie, et a aussi cet élément poétique à cause de la langue, parce qu'il y a un mystère qui se trouve dans la langue quand on la laisse agir sur la réalité. Et ce mystère-là, comme écrivain, c'est ce qui nous interpelle, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que la langue peut dire que j'ignore encore? Oui, on aura l'occasion de revenir sur cette question du mystère et de ce qu'on pourrait appeler la forêt des signes. Hein. Mais je voudrais encore qu'on reste sur cette question du rapport entre philosophie et poésie. On pourrait dire au fond que ce passage à la poésie, il est question de passage, hein, dans le premier poème et tout au long de ce recueil. C'est aussi une manière de réconcilier l'esprit et le corps, la réflexion métaphysique et le monde sensible, immanent, le concept et la vie, la présence des idées et le monde charnel. C'est tout cela que le poème permet de faire pour toi? Oui, absolument, tout à fait. La verticale et l'horizontale, le haut et le bas, le ciel et la terre. Je pense que la poésie, la littérature aussi, mais la poésie en particulier, permet de réconcilier les contraires entre lesquels il y a une sorte de tension. Et je pense qu'on vient au monde avec une sensation rapide de séparation. Et la séparation vient de cette tension des contraires, des opposés. Et je pense que dès le début, pour moi, écrire, c'était d'une certaine manière vouloir cette réconciliation. Inclure, non pas choisir, mais inclure, embrasser les opposés, la présence, l'absence, le périssable et l'impérissable, le temps et l'éternité, la vie, la mort. Donc, être vraiment dans une union et lier, recueillir des liens ou créer des liens qui font que nous sommes unis. Et je pense que quand on est, disons le mot, heureux, cette sensation d'être heureux, d'être bien, c'est la sensation d'être uni. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Je vais les reprendre et on va essayer de les prolonger. Mais il y a cette idée que tu as exprimée que finalement nous sommes tous issus d'une sorte de paradis perdu, que nous avons perdu avec la naissance ou en grandissant. Un certain rapport, une certaine façon d'être au monde et une unité est brisée. Et nous sommes des êtres partagés. Et donc l'écriture, elle est aussi ce qui permet de ravauder, de tisser, de retrouver une unité. Oui, déjà d'explorer cette séparation, d'explorer cette faille, d'explorer ce sentiment d'être séparé. Et parfois on est séparé de soi-même, séparé de l'autre, séparé du monde. Et oui, d'unir, et la poésie en particulier, la métaphore, l'image métaphorique étant essentiellement une manière de recueillir des liens, donc de lier une réalité à une autre. Alors, la poésie tisse des liens et donc nous met vraiment déjà dans ce rapport, dans cet état qui est plus un état
d'union avec le monde. Oui. Oui. Et donc la question du sens, c'est une question qui est majeure. Ah oui, c'est la première et la dernière. Alors, pour toi, c'est une question majeure, et certains poètes diraient non, le sens, je le jette volontiers par la fenêtre, de temps en temps, ou je le jette, je le mets à la porte, et de temps en temps, il revient par la fenêtre. Il y a des expériences qui sont très éloignées de cette quête de sens en poésie. Je pense, par exemple, à l'expérience surréaliste. C'est le mouvement surréaliste, mais c'est bien aussi autre chose, ça va bien au-delà. C'est pas simplement en France dans les années 20 ou 30, mais l'expérience surréaliste, je pense aux jeux de combinatoires textuels, des expériences comme celle de l'Oulipo. Toi, tu te situes quand même assez loin de cela. Il y a une volonté, au fond, de creuser une interrogation, de questionner le monde. Est-ce que écrire, c'est une façon d'apprendre à mieux se connaître soi-même, mais aussi d'affronter le questionnement des réponses, des questions existentielles? Oui. D'abord, je pense que quand on parle de quête de sens, moi, j'ai toujours du mal à me dire qu'un être humain ne cherche pas le sens. Parce que même dans ces démarches que tu mentionnes, même en déconstruisant le sens, j'ai l'impression qu'on cherche quand même une direction, qu'on cherche quand même un lieu, parce que le sens, c'est d'abord et avant tout un lieu. Habiter un lieu, trouver une direction, un chemin, c'est très large en fait. C'est pas de trouver, par exemple, le sens de la vie, et moi, je vais trouver le sens de la vie. Non, le sens, c'est même pas pourquoi suis-je là, c'est plutôt comment être là. Donc déjà, il y a cette question de sens qui est une sorte de persévérance. On parlait de philosophie, la persévérance dans l'être de Spinoza, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus proche de cette quête de sens. Qui suis-je quand je suis et quand je continue à être? Et c'est cet émerveillement. Quand je parle de quête de sens, pour moi, c'est d'être émerveillé par ce qui est. Oui, émerveillé par la réalité, par la vie. Et le questionnement est une manière pour moi de rester vivant, de rester éveillé et émerveillé devant ce qui est, devant ce que j'ignore, de rester dans cet élan vers la connaissance aussi. Connaître, aller vers ce que j'ignore. Donc, c'est vraiment un élan vital, cette quête de sens. Oui. C'est pas simplement chercher une réponse. Oui. C'est même probablement pas ça. La double signification du mot sens, avec notamment sa dimension géographique, elle est intéressante parce qu'elle signifie que toute quête de sens est mouvement dans un espace. Oui. Ça peut être un espace mental, mais dans un espace. Et donc, on pourrait parler de traversée. En fait, il y a une traversée. Ça peut être une traversée géographique, ça peut être une traversée des apparences, mais il y a quand même ce mouvement qui nous mène vers ailleurs. Et cela, c'est présent dès les premières lignes de ton recueil. Oui, c'est vrai. Alors, on va peut-être relire ce texte d'ouverture que l'on a entendu et puis prolonger avec les textes qui suivent. Comme résonne étrangement la vie que tu vois se lever au milieu du brouillard de l'enfant que tu étais hier encore, à la table où ton père ou ta mère fouillait le quotidien, sarclait la terre, arrachait les herbes égarées parmi les tulipes hautes qui flottent encore dans le jardin comme des étoffes et mesurent les vents à venir. Alors, comme résonne étrangement la vie derrière la tempête qui broie ton corps d'enfant, jette des marées de solitude sur tes rêves, crois-tu? Un mouvement de lumière gagne sur la brume. Peu à peu, tu défriches la forêt du passé, vois le chemin où naissent et glissent dans la terre les fragiles espérances. Tu entends soudain la pulsation du monde. Déjà, tu touches sa beauté inattendue. Dans ta bouche fondent les nuages, des ans de lutte et de nuées noires, où tu cherchais le passage vers l'autre saison. Et comme résonne étrangement l'aube, à l'horizon, enfin résonne ta vie. Tant de fleuves,
Le fil du labyrinthe solidement tenu entre nos doigts, on voudrait moins étrange cette chose qu'est le monde. On voudrait la connaissance des planètes, celle des rêves qui se promènent dans nos têtes. On voudrait Galilée, Newton, Einstein et l'histoire de l'univers lumineuse dans nos livres, Miron, Blais, Pilon, et le jardin comme une terre, un pays où l'on dépose nos mots, ces îles d'amour et de nuages. On voudrait les falaises de Rilke, les vagues de Virginia Woolf, tant de fleuves de fruits qui ne tombent, tant d'aubes qui ne s'achèvent autour de la table, l'amitié, la poésie et les anges, tout au bord qui murmurent de longs secrets. On voudrait des visages sans nuit, des yeux neufs pour tout voir au-delà des tempêtes, des bateaux sans amarre, des ponts que l'on suspend au-dessus d'abîmes. L'horizon d'un enfant qui ouvre son cahier à colorier, s'imagine capitaine d'une goélette qui l'amène au bout de l'inconnu, invente son aventure et le monde avec lui devient un vaste poème. On voudrait vagabonder dans l'histoire, nommer l'île aux Coudres ou d'Orléans, celle de la Madeleine le long du Saint-Laurent. On voudrait des mots pour chaque lieu, chaque visage, ouvrir les yeux chaque matin, rejoindre comme une goutte l'océan, comme une feuille la branche de l'arbre, voir les ombres comme des flammes qui vacillent et cèdent sous le poids du temps, les herbes moins fragiles, la houle moins forte quand chavire le cœur. On voudrait les étoiles qui se penchent au milieu du trait noir, la terre belle comme une aube, comme le plus petit atome qui l'habite. On voudrait l'espérance encore possible dans nos mains, des rêves pour toute une vie, et l'histoire du monde qu'on recommence dans la lumière, juste une lumière sans entaille. On voudrait la route comme un souffle, les cloches pour la joie de l'âme, l'orage égaré, la défaite qui ne pèse, et partout l'horizon où grandissent les voiles. On voudrait les tempêtes derrière soi, les courants, le rien, le maintenant et le toujours, les remous incertains comme des ombres qui basculent. On voudrait revenir après la réparation des choses et du cœur, demander où l'on est, où l'on va. On voudrait la rose et la pluie, la pierre et le vent qui lèchent les regrets, le tout de cette vie dans la bouche, douce comme un visage, et pure comme une promesse qui serait la sève, le chemin vaste. Merci Hélène pour la lecture de ces deux très beaux textes qui ouvrent le livre. La poésie, quand on l'entend, c'est quelque chose. Il faut la lire, il faut la faire entendre, et on est frappé, je pense, à la fois par la tenue de ta voix, cette espèce de douceur, et en même temps cette douceur qui, un peu comme les premières images du film que nous avons vu, qui est à la surface comme ça, de profondeur que l'on sent sous nos pas, sous les mots. Il y a aussi une fureur du monde qui vient se glisser entre les lignes, et on sent que le poème, c'est cette douceur qui va dompter ou tenter de dompter cette fureur du monde. Est-ce que tout à fait, tu ressens les choses comme ça? Oui. Moi, je crois beaucoup à... Je dirais même par la négative, je ne crois pas à la violence qui peut réparer la violence. Pour moi, la douceur est déjà une manière de... non pas réparer, mais de dire autrement ou d'embrasser autrement cette violence du monde, cette fureur de l'histoire aussi qui est quand même bien présente aussi dans mes textes, oui, tout à fait. Et c'est comme une porte. Pour moi, entrer par la porte de la douceur, c'est ouvrir déjà quelque chose qui peut être lumineux au bout. Cette quête de sens, pour moi, c'est une quête de lumière. C'est faire des mots, des éclaireurs devant nous, des petites lampes de poche, en fait, qui vont me précéder et nous précéder sur ce chemin, puis éclairer les pas à mesure et nous dire
peut-être comment vivre dans ce monde avec ses violences, avec ses catastrophes, avec ses failles, avec ses imperfections. Bien, en même temps de regarder les nôtres dans ça. C'est un chemin, c'est un dialogue en fait avec le monde, avec soi, avec l'autre. Et aucune de ces portes, je pense, n'est jamais fermée. Le poème est une sorte de pièce et chaque porte, chaque fenêtre peut s'ouvrir à un moment ou à un autre et laisser entrer cette fureur du monde, laisser entrer cette faille à l'intérieur de soi, cette vulnérabilité. Donc, c'est un lieu d'accueil, je pense. Il y a pas mal de philosophes contemporains qui pensent l'histoire de l'humanité et puis les répétitions, le cycle de l'histoire, le retour du mal et donc le monde d'aujourd'hui aussi, et qui affirment qu'on ne peut pas faire irruption dans l'histoire sans violence. Alors c'est une pensée, on le sait, qui a son importance quand on pense par exemple aux luttes émancipatrices, mais ce n'est pas ton propos. Ton propos, c'est plutôt comment parvenir à se réconcilier avec soi-même, avec les autres et avec ce qu'on pourrait appeler la bonne santé du monde, parce qu'il y a la beauté du monde, oui, à laquelle... on participe. Oui, j'allais dire, on ne sait pas forcément toujours à quoi ça rime, cette existence, mais on doit au moins savoir à quoi ça rimait. Hein, oui, absolument. Tout à fait. C'est ce que disent tes poèmes, en tout cas. Oui, parce que cette espèce disons, de moment un peu catastrophique aussi de l'histoire dans lequel on peut, quand on regarde les informations, quand on regarde comment va le monde, cette fameuse question, en fait... qu'est-ce qu'on fait? De fait, à quoi on peut s'accrocher, mais pas au sens d'une bouée de sauvetage, mais au sens, quel est le pas suivant? Et je pense qu'il ne faut jamais cesser de se demander quel est le pas suivant? Que peut-on faire? Et si l'histoire revient, je pense qu'elle ne revient pas de la même manière, mais s'il y a une possibilité d'entrer dans un autre sillon, ça dépend de notre capacité de transformation. Et je pense que l'être humain a cette capacité de se transformer et la poésie peut y participer, et pas juste par l'écriture, par la lecture, bien sûr, c'est aussi puissant. Et donc, tout à coup, de voir différemment, de se positionner d'un autre angle et de transformer d'abord l'intérieur, ensuite transformer l'extérieur par ce mouvement intérieur qui est là. Et la beauté, de fait, on peut facilement l'oublier. La beauté, la bonté. Et quand on regarde, par exemple, s'il y a des grandes catastrophes qui arrivent, bien sûr, au début, c'est le chaos, c'est le mal. Mais rapidement, on a dans nos sociétés ces liens. Et on se rattache alors au plus petit. C'est ce que je trouve très beau. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, même quand on est dans le très grand, oublier cet ancrage au très petit. Qu'est-ce qui est important dans ces moments-là? C'est tout à coup quelqu'un qui va à la boulangerie et la personne nous sourit. Et dans toute notre journée, ça va être ce moment-là extrêmement important parce que, pas juste parce que c'est un sourire, mais parce que ce sourire nous dit notre humanité commune, nous dit notre vulnérabilité commune. Donc, au lieu d'affronter l'autre, au lieu d'être face à l'autre, on est avec l'autre. Et moi, je crois beaucoup plus à la possibilité que les choses se transforment par cette manière d'être avec que d'être contre. Donc, non pas de lutter, mais de marcher dans le sens qui est le pas suivant, en fait. Est-ce que dire cela, je l'entends vraiment très bien, est-ce que c'est aussi une espèce de défiance ou de méfiance à l'égard des cultures, si belles soient-elles, qui peuvent produire le mal? Par exemple, l'Allemagne au XIXe siècle, c'est une civilisation extraordinaire, en philosophie, en musique, en littérature, et puis
cela va mener aussi, ça n'empêchera pas la pire catastrophe de l'histoire de l'humanité au milieu du XXe siècle. Alors, est-ce que nous sommes aujourd'hui des hommes et des femmes du début du XXIe siècle qui devons chercher des réponses ailleurs que dans la simple culture pour se préserver du mal et des tragédies de l'histoire? Est-ce que c'est aussi cela, cette attention portée aux petites choses, au sourire d'un client ou de la boulangère, à la fleur qui est à nos pieds Mais oui. Moi, je pense que toutes les cultures sont capables de mal, et je pense que tous les êtres humains, fondamentalement, sont capables de bien et sont capables de mal. Chaque être humain peut, à un moment donné, faire le bien et faire le mal. Je pense qu'on a ça chacun à l'intérieur de nous. Le reconnaître, c'est déjà être plus près de la capacité qu'on aura de choisir au moment où ça peut se passer. Mais ces moments-là viennent... en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça vient dans ma vie. On a tous un moment où on se dit, là, quel chemin je prends? Alors, évidemment, dans la civilisation, tout à coup, il y a un dirigeant, il y a un gouvernement qui est là, il y a un peuple qui veut autre chose. Et parfois, il y a des choses qui, sans doute, ne s'atteignent que par une forme de violence. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Et la douceur n'est pas non plus la réponse à tout. Je le sais très bien. Et parfois, il faut aussi se lever, se tenir debout face à l'autre et savoir dire non. Mais il y a des manières de le faire qui ne seront pas forcément dans le mal ou dans une violence qui ne produit pas le bien. Mais je pense qu'en ce sens-là, oui, donc on n'est pas à l'abri parce qu'on est des civilisations cultivées, qui connaissons la philosophie, la littérature, qui écoutons Bach, Mozart. On n'est pas à l'abri du mal. Ça, je pense que c'est un travail aussi individuel de conscience, de lucidité. Et quand on dit que la poésie travaille à petite échelle et qu'elle construit à petite échelle, hein, c'est aussi en ce sens-là. Elle va toucher une personne. Quand la poésie arrive à toucher une personne, elle la touche profondément et souvent irrémédiablement. Il n'y a pas de pas en arrière. Une personne qui est rejointe par un poème, il y a quelque chose qui change dans son regard et très souvent dans sa vie. Si ça vous arrive aujourd'hui, on peut le souhaiter, mais peut-être que vous allez franchir cette porte et il y aura quelque chose qui sera vraiment différent pour le reste de votre vie. Et ça, la poésie le peut. Elle est capable de ça. Et c'est ce qui est... Et qu'est-ce qu'il y a en elle qui rend cette chose possible? Qu'est-ce qui fait que c'est ce à quoi poème... elle s'adresse, en fait. Ouais. C'est plutôt ce à quoi elle s'adresse que ce qu'elle a en elle. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à autre chose que la rationalité à laquelle on est habitué. Puisqu'elle déplace nos habitudes de langage, elle déplace forcément notre rapport au monde dans ce qu'il a de fondamental, parce qu'on a l'habitude de parler d'une certaine manière, de dire les choses d'une certaine manière, elle les dit autrement. Et on sait l'importance du langage dans nos vies, l'importance du langage pour l'être humain. On pourrait parler des différences en différents langages. L'allemand, s'il ne voit pas le monde de la même manière, c'est aussi parce que sa langue est construite différemment. Donc, la poésie, jouant sur ce mouvement de la langue, se passe aussi à l'intérieur à des niveaux qu'on dirait invisibles, au-delà, en deçà, ailleurs que dans la rationalité. Quand on lit la poésie puis on dit « mais je comprends pas tout », moi je me dis « mais c'est merveilleux ». Quand on me dit « mais je comprends pas tout », je réponds « mais c'est merveilleux ». Mais c'est vrai, mais c'est merveilleux. Si quelqu'un me dit « je comprends tout », je me dis « il y a plein de dimensions qui n'étaient pas là ». Il faut être capable, je pense, de ne pas tout comprendre. Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas tout et on n'a pas accès à l'ensemble de la réalité avec nos 5 sens. Il y a des choses qui se disent autrement et c'est une forme de disponibilité intérieure que d'être capable de juste rester là et entendre avec on ne sait pas quoi, avec quoi j'entends ça, où ça m'a touché, comment ça m'a touché, et parfois de rester dans cette espèce de mystère, de mystère, qui nous met en suspens, qui nous met en état de veille et qui change quelque chose de très subtil dans notre regard, mais qui va se passer, le fameux effet papillon, qui va se passer, qui va s'approfondir. Et ça se passe.
récemment, c'est une anecdote, mais enfin, quelqu'un m'écrivait pour me dire qu'il y a, je pense, 20 ans, dans le métro à Paris, il avait lu une phrase, un poème, et bon, par hasard, c'était un de mes poèmes, et qu'il vivait avec cette phrase-là depuis ce temps-là. Et que c'était, bon, il m'avait retrouvé un peu par hasard, par mon site, tout ça, mais cette phrase-là l'avait transpercé, et n'importe quelle phrase d'un poème peut faire ça à quelqu'un. C'est pour ça que la poésie est si large et qu'il y a des poètes si différents les uns des autres, parce qu'il y a une phrase, un vers, un poème qui s'adresse à quelqu'un. Il s'agit parfois d'être patient pour que ce poème-là vous rejoigne ou que vous le rencontriez. Et où commence le poème? Où commence la poésie? Quand est-ce qu'on sait qu'on est en poésie et qu'on n'est pas dans le langage ordinaire? Quand on a justement, moi je dirais, ce léger déplacement. Comme quelque chose vacille à l'intérieur et on ne sait pas à quoi ça s'est adressé en nous, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand on dit quelque chose s'est passé, il y a eu un événement, et je pense que la poésie est un événement ou un avènement de quelque chose en nous qui forcément va déborder, comme si ça se mettait à vibrer, un peu comme la pierre qu'on jette, et tout à coup, il y a une onde qui touche la réalité. D'accord, et le vacillement ne fait pas vraiment bon ménage avec les certitudes. Ah non, c'est vrai. Là, Là, Monsieur, il faut accepter je sais que tout, ça bouge. ou Madame, je sais tout, c'est pas ça la poésie. On est d'accord? Absolument. Ouais. Je sais tout ou je veux tout comprendre. Ou je veux tout ce comprendre. Qui est pareil. C'est au fond, c'est chose. l'acceptation de l'inconnu qui est en nous. Oui, exactement. Et qui s'exprime à travers nous et qui va rejoindre l'inconnu de l'autre. Exactement, ça, exactement. Alors qu'on vit quand même dans un monde où on a appris la peur de l'inconnu. On veut tout comprendre, on veut être dans ce connu et on veut être dans ce petit vase clos où on ne sera pas dans un inconfort, où on ne sera pas dans ce vertige. Mais ce vertige-là est déjà le commencement de quelque chose. C'est déjà quelque chose qui se passe. Il y a déjà quelque chose qui se transforme quand on ressent ce vertige, cet inconfort, cette espèce de zone de transition entre un état et un autre. En tout cas, le poète n'est pas celui qui vit avec des certitudes, mais celui qui accepte un doute constructif en soi. Oui. Et le Donc lecteur, ça renverse des chose. idées reçues, ça, parce qu'on pense souvent, c'est une idée communément admise, que les poètes sont tous un peu des gens fragiles, qui vont sublimer des fragilités psychologiques ou sociales par l'expression poétique. Mais tu es en train de nous dire le contraire, là, non? Qu'il faut une bonne dose d'équilibre et de force intérieure pour pouvoir accueillir cette part du doute et en faire quelque chose pour soi et pour les autres. Oui, c'est cet ça? inconfort, cet inconnu, aller dans ce vertige et qui est une forme de vulnérabilité, c'est-à-dire d'accepter ce léger vacillement, ce tremblement, de rester dans l'inconfort. Moi, je compare ça souvent à un état méditatif. Dans l'état méditatif, un jour, quand j'ai pris un cours de méditation, et je me suis mise à méditer, puis je me suis dit, mais c'est comme ça que ça se passe quand j'écris. Et c'est vrai. On est dans une sorte d'état méditatif qui est simplement le fait d'accueillir ce qui est, de laisser être. Donc, s'il y a un inconfort, on le laisse être. Donc, le poète a cette solidité de la vulnérabilité, en fait. Donc, c'est pas une fragilité qui fait qu'il est... c'est pas une fragilité, forcément, c'est pas tous des êtres mentalement fragiles, c'est pas ça. Moi, je dirais qu'il y a une solidité de la vulnérabilité. Quand on se sait vulnérable, je pense qu'on n'est pas forcément fragile. Oui. Le poème commence à la fragilité et c'est de cette acceptation de cette fragilité consentie qu'il tire sa force. Absolument. Il y a un poème qui dit cela, page 41. Ah oui. Si fragile. Tu te sens si fragile dans les bras du temps qui pousse vers toi des ciels évanouis. Pour toujours, croyais-tu, c'était l'hiver. Une marée d'ombre au bout de tes doigts désespérés. Quelle voix, quel visage te dira où entrer, saisir la pierre, l'herbe, la rose, le très peu qui bat comme une promesse s'accorde à tes soifs.
Tu entends que reviennent les glaces lacérées du passé. Tu entends le feuillage lourd d'automne dans le jardin des départs. Quelle autre vie attendons-nous? Un arbre, un insecte patient, porte en eux les remous du monde, et les mots comme un reflet de lents espoirs qui remontent à la surface. Le voyage dure encore, qui me mène au commencement de moi-même, et la traversée ne connaît aucun port. De vastes ailes, des barques d'absence, un château blessé. Le vent tourmente des forêts sans mémoire, perce les épaves, les ruines déjà rouillées par trop d'hiver. Je rentre par des chemins dispersés aux quatre coins de la nuit, par des paroles accroupies dans la langue de mon père, des cris, des balbutiements, des mots en friche qui ne racontent aucune histoire et croquent le fruit et attendent le printemps. J'ai longtemps cherché le seuil de ma propre maison. Des pierres lourdes encombraient le passage. Aujourd'hui, j'avance vers ce que je deviens. Je me fonde, m'érige, m'échafaude à l'est de mon arbre pour que tout commence avec ce qu'on appelle vivre. J'ai compris tant de choses de mes bonheurs et de mes déchirures. Le temps brûle entre mes mains comme des feuilles jaunies, l'empreinte de chaque solitude que l'on regarde les yeux fermés. Et si, derrière nos pas, le monde se remet à battre, que reviennent comme de grandes marées les terres jamais entrevues, et si je porte encore une trace, c'est d'espérance en un commencement qui nous recommencera. On est parti sur un terrain très philosophique. Hein ? Oui. Ça va ? Alors, ça va. Vous allez je ne sais encore pas bien. si on pourra tenir ce terrain-là jusqu'au bout de la conférence, et je voudrais qu'on revienne à des choses plus simples, plus concrètes, et que nous parlions de cette terre où tu es né, le Québec. Oui, c'est plus ou moins concret. Ah, c'est assez concret, oui, parce c'est que voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse. Oui. Quand on parle du Québec, ici, on imagine immédiatement des paysages, de vastes espaces, un fleuve qui semble traverser le pays bien autrement que le plus beau fleuve du monde, qui est la Loire, ne traverse la région. Et donc, nous avons des représentations, et puis nous savons qu'il y a aussi le combat pour la langue française. C'est de tout cela que je voudrais que nous parlions et que tu nous parles maintenant. Oui. En fait, ça fait beaucoup de choses. Oui, mais cette description du Québec, c'est tout à fait ça. C'est vrai, on a de vastes espaces. C'est vrai qu'on a un fleuve qui traverse et qui est encore plus grand, plus beau que la Loire. Non, pas plus beau, plus grand, sans doute. Mais attention, parce que la dernière fois que tu es venu ici, c'était il y a quand même une vingtaine d'années. Oui. Ah, ça a changé. Et oui, il y a des prisons. Ah oui. Alors, dans les prisons de Nantes, les gens qui ne parlent pas correctement de la Loire peuvent y séjourner. Oui. Non, alors, bon, le fleuve Saint-Laurent, je sais que le public n'est pas venu pour moi, mais que là, par contre, je marque des points. Oui, c'est vrai. Bon, alors le fleuve Saint-Laurent est à peine plus large que la Loire. Ça va? Voilà, ça va. Bon, vous allez me laisser repartir. Effectivement, c'est une description très juste du Québec. C'est vrai que ce sont de vastes espaces et peut-être une dimension que j'aurais à ajouter à cette description. Ce sont les 4 saisons que nous avons et qui sont très, très marquées. Alors que je passe quand même, plusieurs mois, et ça fait quand même très longtemps que je viens ici en France, je viens en Europe. Et c'est peut-être la différence qui, moi, me marque le plus, en fait. Des saisons très bien définies. L'été, et les gens qui sont venus au Québec me le disent, oui, chez vous, il fait froid l'hiver, mais il fait chaud l'été. Et c'est vrai. Moins 30 l'hiver, plus 30 l'été. Et on a des contrastes. On a un automne qui est véritablement l'automne, c'est bien défini. Le printemps est bien défini. On ne se demande pas constamment quelle saison on est. Est-ce que c'est encore l'hiver ou le printemps? Et moi, j'écris beaucoup avec la nature, avec le paysage. C'est une dimension qui est aussi très présente.
Je suis née à Québec, donc dans la ville de Québec, où j'ai fait mes études. Et je suis partie dans la jeune vingtaine pour Saint-Jérôme, qui est une petite ville dans les Laurentides. Donc déjà, disons, au nord de Montréal, si vous vous situez un peu. Alors au nord de Montréal, à peu près 1 heure de Montréal, et j'étais au bord d'un lac. Et j'avais jamais pensé aller vivre à la campagne. Ça m'était pas venu. Mon père aimait beaucoup la nature, ma mère pas du tout. C'était vraiment une urbaine. Et moi, j'avais pas pensé à ça. Donc, ce sont des hasards, en fait, de la vie, c'est-à-dire une charge de professeur dans l'équivalent d'un lycée. Un cégep, je crois, c'est l'équivalent, oui. Donc, il m'a amenée à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, et je me suis retrouvée à vivre au bord d'un lac. Et j'ai trouvé là ce que j'avais cherché sans savoir que je le cherchais. En fait, les arbres, la forêt, le paysage, qui avaient tout à m'apprendre du passage des saisons. J'essaie de ne pas revenir à quelque chose de philosophique, mais c'est difficile. Oui. On sent le glissement qui se perd. Oui. mais parce que pour moi, c'est très ancré, c'est très enraciné. Un arbre m'apprend à vivre. Et puis, moi, je trouve que la vie, c'est très concret. Apprendre à vivre, apprendre à traverser l'hiver. Quand il y a certains événements qui arrivent et qui sont durs, qui sont comme des grandes vagues qui nous happent, on vit comme un hiver. Ça nous arrache toutes les feuilles et on est des branches nues. Mais très souvent, c'est ce qui fait qu'on ne cassera pas si on laisse aller ces feuilles-là. Et au printemps, parce que le printemps finit par revenir, évidemment. Donc, de contempler les saisons, de regarder la neige recouvrir le sol, avaler les feuilles et au printemps, retrouver l'odeur de la terre, regarder la lumière travailler la montagne. Pour moi, ça a été, avec les livres, grand maître de vie, en fait. Et il y a ça au Québec. Les gens qui viennent disent qu'il y a une lumière exceptionnelle parce qu'effectivement, ce sont des paysages très vastes, les 4 saisons bien définies. J'ai quitté les Laurentides. Les Laurentides, c'est des forêts en fait de conifères pour l'Estrie, les cantons de l'Est, au sud-est de Montréal. Ce qui est l'inverse, si je suis en miroir avec vous, c'est le sud-est de Montréal. Et là, ce sont des feuillus. Donc, un tout autre paysage. Alors, dans les Laurentides, la forêt nous enserre, nous engouffre un peu. Alors qu'en Estrie, la lumière est très ouverte. Les paysages, s'il y a des montagnes, elles sont bien définies. Il y a le mont Offord, le mont Sutton, mais autrement, c'est vraiment la plaine. Et donc, là, je suis entrée dans un autre paysage tout à fait différent. Et ce dialogue avec la nature, ici, vous avez la Loire, donc, et on l'a aperçu quand même en venant. Et les fleuves ont quelque chose à nous dire de la lumière, ont quelque chose à nous dire de cette beauté dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire tout à coup que de s'asseoir et regarder un coucher de soleil, regarder le reflet sur l'eau? La vie nous offre ces moments de grâce, ces immenses cadeaux, ces états d'union totale. Et pour moi, ça a été vraiment extraordinaire. Donc, c'est un peu ce qui, aussi, je pense, définit le Québec. Moi, je n'ose jamais dire l'Amérique. Je laisse ça à nos voisins. Disons le Québec. Et sans doute le Canada. Mais là aussi, le Canada, c'est tellement différent. Je connais plus l'Est que l'Ouest, mais je suis allée quand même une fois dans l'Ouest canadien et je vais y aller un peu plus tard. Mais ce sont des paysages très tranchés, très différents d'une province à l'autre. En France, je pense que c'est un peu plus homogène quand même. Enfin, il me semble jusqu'ici, c'est plus homogène. Donc, ce Québec, bien sûr, c'est un paysage, ce sont des saisons, c'est aussi une langue, c'est aussi une manière de dire les choses, d'avoir parfois non seulement des mots différents pour dire des choses semblables, mais parfois de dire la phrase autrement, de la faire bouger différemment. On dit parfois que c'est une racine de l'ancien français qu'on aurait gardé. Il y a, comme ici en France, je pense aussi des degrés d'accent. Les accents, c'est quelque chose d'aussi de très relatif, bien sûr. Oui. Alors,
l'Amérique et le français. On a bien entendu Oui. qu'il y avait les deux. En écoutant ta très très belle évocation de la nature, là, je suis ravi que cette rencontre soit filmée parce qu'on va pouvoir réécouter ce que tu as dit là sur le rapport entre soi et la nature. C'était particulièrement intéressant. Mais j'ai perdu. La défense du français, sans Ouais, doute. la défense du français oui, tout à fait. et l'Amérique, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui paraissait te relier à ce courant qu'on appelle les nature writers, qui ont une place tellement importante ici. Par exemple, au festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Chaque été, chaque année, on accueille des écrivains qui sont dans cette mouvance et qui sont, pour la plupart d'ailleurs, des écrivains nord-américains, états-uniens. Issus du courant de naturalistes. Exactement. Henry David Thoreau, par exemple. Alors ça commence avec lui. Walden, c'est extraordinaire. Oui, mais justement, c'est cette union totale entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est peut-être ce que je trouve dans l'Amérique de très près de l'Orient. Cette manière de voir le dehors qui révèle le dedans. Et de faire du dehors un vase communicant, un chemin pour aller à l'intérieur. Et Walden, on connaît un peu l'histoire, en fait. Plutôt que d'aller à l'extérieur, il est allé au bord d'un étang et c'est là qu'il a écrit un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine, de la littérature aussi, de tout ce courant même philosophique, naturaliste, philosophique, tout à fait. Donc, une manière d'aller dans ce plus petit qui contient le tout. Comme tu disais tout à l'heure, cueillir une fleur, aller dans le jardin, pour moi, c'est un acte éminemment philosophique. Il y a l'imaginaire de la cabane. Et résistant, et oui. Parle beaucoup. Tout à fait. Et sur la dimension, disons, de défense du français, moi, j'aime moins le mot défense plutôt que résistance, sans doute. Le Québec est un îlot francophone dans une Amérique du Nord anglophone et aussi hispanophone de plus en plus quand même. Aux États-Unis, c'est quand même très présent. Là. Dans certains États où on va, ça parle autant espagnol qu'anglais. Disons que cette manière de résister, cette manière de dire que la langue est aussi une identité. Et ça, vraiment, comme écrivain, pour moi, c'est très important. La langue, elle a sa propre géographie. Et ces liens, par exemple, qu'on a avec la France ici, parler la même langue, c'est aussi voir le monde par la même fenêtre. Donc, c'est fondamental. Et je pense qu'aucun être humain ne peut accepter sans une douleur et un renoncement profond, on le voit par les écrivains exilés, d'être forcé de regarder le monde par une autre fenêtre que celle par laquelle il a appris à le regarder initialement, donc par la langue de son pays, en fait. Et le Québec, l'histoire du Québec, c'est ça aussi. Bon, bien sûr, cette menace, elle est constante. Elle est aussi, par les générations qui me suivent, elle est aussi là, parce que nous, quand on ouvre la télévision, c'est pas un accent français qui va parler anglais, c'est véritablement l'anglais, c'est véritablement les États-Unis. C'est 150 chaînes américaines. Quand on commande, nous, ce qu'on appelle le câble, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça ici, non? Oui, merci. Il y a des mots comme ça, on n'est pas certain. Et donc, c'est justement un bon exemple, parce que c'est vrai, il y a des mots, moi je vais le dire, c'est évident, et tout à coup, on me regarde, et puis c'est pas celui-là, on peut pas l'imaginer, mais c'est pas ça. Bon, alors, nous, quand on commande le câble, on a 125 chaînes américaines, et peut-être 5 québécoises et 10 franco-ontariennes. Donc, on est inondé, et il reste que c'est important. Il y a des gens qui vivent au Québec en anglais et qui n'ont pas besoin de parler français. Et pour nous, de faire en sorte que cette langue-là continue à vivre, à se maintenir comme une matière vivante, c'est une réalité à laquelle on est confronté dans notre histoire, et je pense que cette légitimité du français en Amérique du Nord, on a constamment à l'affirmer, à la réaffirmer.
Alors, les Québécois sont reliés à la France, voilà, par un pont par-dessus l'Atlantique Nord, mais vous êtes aussi liés au monde caribéen, par exemple. Il y a des liens très forts aujourd'hui entre Québécois et Haïtiens, ou même avec des enclaves francophones aux États-Unis. Oui, tout à fait. Voilà, je pense en Louisiane, par exemple, il y a des écrivains, puis quelques-uns francophones, et en Amérique du Sud aussi. Oui, on oublie parfois, et quand on va en Amérique du Sud, on se reconnaît un chez-soi qui est très fort, c'est-à-dire une manière d'être à la fois américain, d'Amérique, mais avec des racines européennes. Moi, quand je suis allée en Argentine, à Buenos Aires en particulier, j'étais chez moi, j'étais éblouie de cette... Et je me sentais plus proche de chez moi qu'aux États-Unis, par exemple. Je le confirme, parce qu'il m'est arrivé d'être invité au Québec, de rentrer en France. C'était même d'ailleurs parce qu'il fallait voter, et puis de reprendre, d'aller voter parce que c'était le jour des élections présidentielles, et de reprendre le jour même un vol pour l'Argentine où j'étais invité. Donc c'était très étrange de traverser 2 fois l'Atlantique. C'était un peu fatigant, mais je suis arrivé en Argentine et j'avais l'impression que c'était le voyage que j'avais pour un temps interrompu qui se poursuivait. Oui. Et les quelques poèmes que j'avais commencé à écrire au Québec, je les ai prolongés. En Argentine. C'était un sentiment, je l'ai physiquement, psychologiquement éprouvé. Ah oui, ça me confirme. Oui, moi, vraiment. Je l'ai senti vraiment très fortement. Et même la littérature sud-américaine, nous, on est très près de cette littérature. Et puis alors, il y a, on va en parler 2-3 minutes, mais la présence amérindienne aussi, bien sûr. qu'on ne peut pas éluder aujourd'hui, parce qu'il y a dans l'espace littéraire éditorial québécois une émergence des voix amérindiennes. Oui, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, c'est très récent. C'est très récent. Ce qu'on a appelé, nous, une littérature migrante, disons, mais ça a commencé dans les années 80, mais on a commencé par les anglophones, les Italiens, les hispanophones, donc ça a été très lent pour s'intégrer. Il nous fallait, j'imagine, savoir comment intégrer à notre littérature ces littératures qui venaient l'enrichir, qui venaient dire le Québec autrement, avec un regard qui était fait d'ailleurs, qui enrichissait notre propre vision. Et par la suite, effectivement, même tout récemment, donc les littératures même inoues, littératures amérindiennes, qu'on est encore en train d'apprivoiser, mais on est encore en train d'apprivoiser cette histoire, ce lien à ce qui constitue nos racines, en fait. Mais apprivoiser, mais c'est aussi réparer quelque chose, parce que ces peuples qu'aux États-Unis on appelle les natives américaines ont beaucoup souffert. On évoquait tout à l'heure dans le train certains auteurs amis, comme Joséphine Bacon, par exemple, une poète amérindienne inoue. Alors elle est née tout au bout du fleuve, du côté de Natashquan, tout à fait pas loin de Terre-Neuve. Et elle a été arrachée à sa famille à la naissance, décrétée orpheline, ce qu'elle n'était pas, mais placée dans un orphelinat pour que un phénomène d'acculturation se produise et qu'elle perde à la fois sa langue, sa culture, etc. Et tout son travail est un travail de retour en amont. C'est des déchirures. Et quand je dis apprivoiser, je veux dire apprivoiser cette déchirure, apprivoiser cette partie de notre histoire qu'on a occultée, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a niée, qu'on a étouffée, enterrée. Donc, c'est en même temps vouloir qu'elle émerge, qu'elle affleure et qu'on puisse l'intégrer, qu'on puisse lui laisser la parole, justement. Oui, mais c'est aussi apprivoiser cette rupture-là qu'on a avec nos propres racines. Et aujourd'hui, dans les salons du livre, à Montréal, à Québec, mais aussi dans les grands festivals, comme celui de Trois-Rivières, qui est une ville qui se situe entre Montréal et Québec, eh bien, il y a une présence québécoise des auteurs amérindiens. Tout à fait. Voilà. Et c'est une présence majoritairement féminine, presque exclusivement féminine, non? Oui, mais la littérature québécoise aussi, en général, est très féminine. Le nombre de femmes qui écrivent est au moins égal, sinon plus, au nombre d'hommes. Mais effectivement, pour la littérature amérindienne, c'est majoritairement des femmes, tout à fait. En tout cas, qui ressortent et qu'on connaît et qui vont aussi dans cet espace public, parce que je pense que c'est très difficile pour elles d'aller dans cet espace public. Il faut
elles ont aussi beaucoup elles-mêmes à réparer de cette séparation très douloureuse. Donc, pour elles, aller sur le territoire de l'autre, qui en fait est leur propre territoire. Alors, c'est très dur pour elles. J'ai voulu qu'on évoque cela brièvement parce que vous avez eu l'occasion de voir ici à Nantes, il y a un mois, Rodney Saint-Éloi qui était invité. Je pense que certains d'entre vous l'ont rencontré. Rodney Saint-Éloi, qui est un écrivain haïtien, est aussi éditeur. Il a fondé les éditions Mémoire d'Encrier et il publie des auteurs amérindiennes en l'occurrence. Tout à fait. Voilà. Oui, ça prend place justement dans la littérature. Certaines maisons d'édition vont... Mais c'est encore lent par rapport à ce qu'on doit faire, je pense, pour entendre cette parole qui est en fait très proche, justement, qui est très proche de la terre, très proche, qui a beaucoup à nous dire sur l'identité. Alors que le Québec est une société qui parle beaucoup d'identité, qui a un rapport identitaire très problématique, je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de leur rapport à l'identité, à la terre-mère. Mm-hmm. Et j'en reviens à la question linguistique, la question de l'identité québécoise. Quand on est au Québec, on se sent à la périphérie du monde francophone ? Parce que nous, ici, on se sent au centre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bizarre. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Mais c'est vrai, en plus. Oui, pour nous, quand on dit francophonie, c'est une inclusion. C'est pas... pour vous, c'est une périphérie du français. Donc, il y a le français et la francophonie qui sont les autres pays qui parlent français. Mais c'est pas du tout comme ça. Moi-même, la première fois que j'ai compris ce que vous vouliez dire par francophonie, j'étais très étonnée. Oui. J'étais très étonnée parce que la manière dont la France entend francophonie, c'est pas du tout la nôtre. Nous, c'est ceux qui parlent français. Alors, bon, nous, on n'est pas d'accord avec le reste du monde parce qu'en fait, on n'est déjà pas d'accord entre nous. Les uns prétendent que le français, le cœur de la langue française, c'est la région de Tours, etc. Et puis moi j'en connais beaucoup qui disent non, pas du tout, c'est du côté du boulevard Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et ça va jusqu'à la maison de la radio, avenue du président Kennedy. Donc là, il y a un vrai problème, hein, mais... tant mieux si on fait rire, mais ce que je veux dire, c'est que les choses fortement, heureusement, évoluent. Et aujourd'hui, bien peu de gens oseraient prétendre que la France est le cœur, le centre du monde francophone. Parce que nous commençons à comprendre, en fait, que le monde n'a pas de centre, tout simplement. Hein. Tout à fait, voilà. Oui. Le monde est une grande périphérie. Mais je pense que, justement, ce rapport à la langue... je pense qu'il faut, de toute façon, la problématique est mondiale. Si on se retrouve dans un pays étranger, on va tous parler anglais. Alors, je pense qu'on fait face aux mêmes défis comme francophones. Hein? Par rapport à l'anglais, nous sommes tous des francophones. On peut peut-être s'entendre là-dessus. Et puis, c'est vrai que le français relie des hommes et des femmes qui sont disséminés sur les 5 continents. Ben voilà, oui. C'est considérable. Tout à fait, oui. Et il n'y a personne qui est venu dire ce français est meilleur que celui-là, que celui-là, que celui-là. Je pense que c'est un enrichissement aussi de la langue. Mais ça, je pense que vous le percevez, on le sent. Moi, il y a peut-être 20 ans, mais maintenant, j'ai absolument pas l'impression, et surtout ce séjour-ci, qui est un séjour prolongé, j'ai senti à aucun moment qu'on faisait sentir que le français québécois était un sous-français ou quelque chose. Ça, je pense que on a vraiment dépassé tous ces... Les choses évoluent parce qu'il y a... beaucoup. Moi, je me souviens avoir lu une préface d'Étiamble, le critique littéraire, qui était quelqu'un qui avait une plume extrêmement acérée, qui disait il y a 30 ans, eh bien, que la France commence à reconnaître les littératures qui sont issues de son empire colonial. À un moment donné, il faut bien les reconnaître. Donc, des littératures provenant d'Afrique noire, c'est Léopold Sédar Senghor, provenant d'Algérie, c'est Keteb Yassine ou d'autres, mais qu'elle a du mal à considérer les littératures, écrivait-il il y a 25 ans, qui viennent de pays dans lequel la langue française est naturellement présente. Et que les auteurs suisses, belges, il parlait surtout des Suisses en l'occurrence dans cet article, eh bien, se sentent comme des bâtards, disait-il, de la littérature française. Les bâtards de la littérature française. Voilà.
Donc les choses évoluent, heureusement. Oui, et puis nous, il faut dire, on habite loin. Donc le rapport, je dis, c'est une îlot francophone dans une Amérique du Nord anglophone, mais on est aussi tendu sur un axe horizontal avec la France et sur un axe vertical avec les États-Unis. Donc on a aussi beaucoup d'enjeux vis-à-vis ce voisin immédiat qu'est les États-Unis, et de plus en plus d'enjeux, pour ne nommer aucun enjeu. On a beaucoup de différences. On affirme déjà une grande différence, mais on l'affirme déjà avec le Canada anglais, qui est déjà un autre rapport au monde, d'autres manières de penser. C'est pour ça que aussi cette francophonie, cette complicité de la langue française est si importante pour nous, parce que nous, on est dans cette différence avec un Canada anglais qui vit, qui pense, qui voit la culture, les choses différemment, et avec les États-Unis. Alors, on trouve facilement cette complicité dans la langue avec le français. Mm-hmm. Et en faisant le choix de voir ton dernier recueil publié par un éditeur français, oui. C'est une façon d'affirmer cela aussi? Oui, moi, j'ai toujours... cette inclusion est très importante pour moi. Si on se referme sur soi et on dit, bon, ben non, moi, si je publie, c'est au Québec, je publie avec un éditeur de Québécois, je fais ça comme ça, puis en France, publier des auteurs français, et on se referme chacun sur soi. Moi, je pense que la meilleure manière d'affirmer une identité, c'est de la laisser circuler. De ne pas l'enfermer, de la laisser aussi se définir dans le mouvement. Quand on se sent menacé, on s'enferme. Quand on n'est pas menacé, on laisse la fluidité circuler. Et c'est pour ça qu'effectivement, pour moi, c'est un mouvement naturel, et ça affirme quelque chose. Oui, tout à fait. Tu le disais à peu près de la même manière. Tu aimes, je le sais, que les mots bougent. Comme dans l'ombre ou l'amour, tu aimes les gestes, même l'intention, tu aimes déployer de vastes cités, des mondes parfaits, élaborer des formes qui ouvrent la langue et l'histoire, ériger des murs qui retiennent les marées, la lumière oblique de pointer soudain vers toi. Tu aimes les hautes falaises, le souffle des étoiles et de la passion, tout risquer plutôt que rien. Tu aimes la transparence qui surgit du brouillard, le verbe révélé, les théories qui gardent ta distance. Tu aimes, je le sais, la peau des livres dans ta chambre d'enfant, celle des arbres et de la pensée de l'autre. Tu aimes l'espace mental moins que le cœur. Tu aimes, tu appelles âme cet œil intime qui crée des liens neufs avec les choses, cette chair originelle et le vertige que tu éprouves devant l'aube chaque fois transforme le chaos en joie. Le risque n'est-il pas de l'ordre de l'amour, de ce qui remue, défaille, bascule en nous et creuse enfin plus de miroirs, juste des fenêtres qui s'ouvrent sur la vie, juste la vie qui nous fait ressentir ce qui bouge et nous déplace, avec elle nous déplace. Tu aimes les nuages et les oscillations légères de l'eau, le vent qui dénoue l'horizon comme les souches du temps. Tu touches enfin l'histoire que tu as vécue, les yeux ouverts, les yeux fermés. Tu aimes les heures qui poussent sur le noir, les rouges intenses qui secouent ton cœur, les lettres qui tracent des montagnes à gravir, les bouches que soude le désir. Tu aimes que les murs soient des fenêtres éblouies qui disent un monde où s'égrènent nos émerveillements. Une manière de voir à travers les mots qui n'étanche pas tes soifs, mais te porte encore plus loin vers toi-même. Je sais la transparence de la mer, celle des feuilles ivres qui s'engouffrent dans un ciel. Je sais la transparence du silence ou du tumulte des nuits, celle du cœur de la langue par laquelle je regarde ma vie que taraudent tant de questions. Je sais le dénouement de l'hiver, jusqu'au rien, ce bord ténu des choses que l'on approche pour mieux entendre les voix humaines qui nous broient, la stupeur qui perce l'histoire, la souffrance parfois nouée à la beauté. Je sais la mémoire tatouée d'ombre qui nous happe, mais si peu encore le mystère qui nous hante comme une absence. Je sais la transparence des rêves que l'on porte,
celle où l'on baigne comme au milieu de mers qui respirent et nous révèlent ce qui est libre et vaste. Les lignes de nos vies qui se brouillent, s'enchevêtrent et se brisent, n'atténuent pas le don lumineux ni ces vents durs contre lesquels on écrit. Je ne sais pas dessiner, pas mettre de la couleur autour des traits noirs, pas fixer une image, pas suivre l'ombre, pas mouiller le papier, plonger le pinceau dans l'eau, éponger avec un chiffon, pas faire dire à la main ce qu'elle voit, à la lumière ce qu'elle touche. Je ne sais pas le visage, ne sais pas forcer la bouche à s'ouvrir, le corps à s'étirer sur toute la longueur de la page, avec le doigt estomper le bleu du ciel, ajouter un peu de mauve au bout de l'horizon, dire « voilà, c'est l'aube ». Je ne sais pas poser les mains sur les touches du piano, laisser les doigts enlacer l'émotion, puis la relâcher. Je ne sais pas mettre le bémol sur une portée, donner le la d'une parfaite mélodie, ne sais pas taper du pied, pas battre l'exacte mesure, pas entrer dans le cadre, garder le rythme du cœur, dire « voilà, c'est moi ». Tu ouvres un livre et humes le papier, en mesure l'épaisseur. Tu feuillettes les premières pages. Déjà, tu sais la langue qui pétrit le désordre, la poussée des mots sur les ombres nécessaires et leur saut de clarté. Tu sais la solitude quand tu tournes les pages, les voiles qu'il faut abattre sous les vents trop puissants, nos cœurs à ouvrir, nos vies que chaque amour agrandit, et les amarres cèdent enfin. On laisse partir toutes choses. Merci Hélène. Il est 4h moins le quart, alors on a encore un petit peu de temps, mais on a pensé que peut-être vous auriez envie d'échanger avec Hélène Dorion. Je précise, j'aurais dû le faire en ouverture, que cette rencontre est pour nous la clôture en fait d'un mois et demi oui. de rencontre, puisque le livre est sorti il y a un mois et demi justement, en février, et que Hélène Dorion était là pour le Printemps des Poètes. Alors on n'a pas sillonné toute la France, mais on a quand même fait quelques routes. Oui, tout à fait. Et oui. puis je t'avais dit, tu vois, on terminera voilà, au seuil de l'estuaire de la Loire. Oui, dans la beauté de la Loire. Et c'est vrai. Avec et puis vous, après, oui. tu n'auras plus qu'à prendre le bateau et traverser pour aller et ça doit rejoindre le Saint-Laurent, mais oui, c'est vrai. Tout à fait, oui. C'est une belle manière de clore ce séjour et de faire résonner la poésie, en fait. Oui, merci. Merci de votre écoute aussi. Merci à vous, merci beaucoup.